Il y a vraiment eu une percée dans la rhétorique de Donald Trump concernant la fin de la guerre en Ukraine. Au sommet du G7 en France, les dirigeants européens ont réussi à rallier Donald Trump à la cause de l'Ukraine, car l'Europe avait eu le temps de préparer une position commune pour les négociations. Actuellement, parmi les dirigeants des pays du G7, il existe un consensus sur le fait que la Russie ne peut plus gagner sur le champ de bataille. C'est pourquoi il faut exercer une pression sur elle. Comme cela a été déclaré en coulisses, Donald Trump est tellement intéressé à faire pression sur Vladimir Poutine qu'il a prévu encore plusieurs rencontres avec Volodymyr Zelensky. Et l'une d'elles aura lieu précisément aujourd'hui. C'est à ce moment-là que s'est produit un événement important. D'abord, Donald Trump a annoncé qu'il se reconcentrerait sur la guerre en Ukraine. Et deuxièmement, Donald Trump a déclaré, je cite, « La Russie doit conclure un accord. Pas l'Ukraine, mais bien la Russie. » Dans cet épisode, examinons ce qui s'est réellement passé au sommet du G7 et voyons si la position de Donald Trump a vraiment changé. Je m'appelle Alexei Petchy, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne et de laisser un j'aime. Et si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo ou en utilisant le code QR affiché à l'écran. Alors, commençons par les faits. Donald Trump et Volodymyr Zelensky se sont rencontrés en marge du sommet du G7, et après les discussions, Donald Trump a déclaré aux journalistes que la rencontre s'était très bien passée et qu'il prévoyait de rencontrer le président ukrainien. Encore le même jour, puis le lendemain. C'est ce qu'il a dit hier, donc une autre rencontre est prévue aujourd'hui. À la question sur la guerre, Trump a répondu sans parler de rechercher la paix aux conditions de Moscou, et a déclaré ceci. La Russie doit conclure un accord, en ajoutant à propos des pertes russes, je cite, « Ils continuent simplement à se battre en perdant des soldats. Depuis la Seconde Guerre mondiale, rien de tel ne s'est produit. » Et voici l'essentiel, le contenu de la conversation qui a eu lieu entre Trump et ses collègues européens, ainsi qu'entre Trump et Zelensky. Zelensky a raconté qu'il avait fait pression sur Donald Trump concernant la livraison de missiles pour renforcer la défense anti-aérienne ukrainienne contre les frappes russes. Ici, il montrait des photos de la lore de Kiev-Petchersk, où un drone russe a frappé directement la cathédrale de l'Assomption, au cas où vous auriez manqué cela. Il est intéressant de noter que l'accent sur cette question a beaucoup évolué. L'Ukraine ne demande plus seulement des missiles. Non, maintenant l'Ukraine a besoin de licences pour les produire elle-même. Autrement dit, l'Ukraine négocie actuellement avec les Américains, non pas pour acheter, recevoir ou demander des missiles pour la défense aérienne, non. L'Ukraine dit « nous pouvons les produire nous-mêmes. Nous avons besoin de votre licence, comme par exemple en Europe où les missiles PAC-3 sont produits sous licence américaine. » Le véritable changement de position de Donald Trump s'est produit ailleurs. Ce n'est pas Zelensky qui l'a déclenché tout seul, mais une pression coordonnée de tout le G7, et c'est ce que disent clairement les initiés en ce moment. Bloomberg, citant des responsables du G7, souligne un point clé. Les dirigeants réunis en France constatent que l'Europe et les États-Unis commencent enfin à se rapprocher dans leurs opinions. La position de l'Ukraine devient vraiment beaucoup plus forte. D'un autre côté, par exemple, CBS News révèle les ressorts même de cette tentative pour convaincre Trump. Zelensky et les dirigeants européens ont essayé de convaincre Donald Trump que la situation de l'Ukraine s'est vraiment améliorée. Les Européens voulaient le convaincre que les positions précédentes des États-Unis et de l'administration Trump concernant les conditions de l'accord de paix étaient excessivement avantageuses pour Moscou. Et d'autant plus maintenant, lorsque les frappes de drones ukrainiens en profondeur sur le territoire russe ont changé la donne. Ils disent que les positions qui avaient même été annoncées là-bas à Anchorage en août 2025 sont déjà dépassées. Et encore plus celles de février 2025, quand Donald Trump disait à Volodymyr Zelensky « Tu n'as pas de carte », elles sont encore plus dépassées. La situation est complètement différente. Et comme on dit, le slogan de ce sommet, que tout le monde répétait là-bas, de Volodymyr Zelensky à Keir Starmer par exemple, était le suivant. La situation tourne en faveur de l'Ukraine et la situation de 2026 est très différente de celle de 2025 et l'Ukraine reprend l'initiative. Et maintenant, les Européens disent fièrement à Donald Trump que c'est précisément l'Union européenne qui fournit le financement pour soutenir l'Ukraine.
Ils disent que Donald Trump n'a qu'à exercer une pression coordonnée sur Vladimir Poutine et que l'Europe soutiendra elle-même l'Ukraine. En gros, Trump, c'est ce que tu voulais, non? Tu disais que Joe Biden donnait beaucoup d'argent à l'Ukraine. Voilà tout. L'Amérique n'a rien à donner du tout. Rien. L'Europe s'en occupera. Ta tâche en tant que président américain, c'est simplement d'écraser ce nabot du Kremlin, Vladimir Poutine. À ce sujet, les Européens et Trump ont discuté de nouvelles sanctions pour pousser Moscou à négocier, et Donald Trump a admis publiquement pour la première fois ce que l'Ukraine affirmait depuis des années. Vladimir Poutine se retrouve maintenant dans une position plus faible dans cette guerre qu'auparavant. C'est un revirement complet de la position de Donald Trump en 2025, quand dans la bouche de Donald Trump, la partie faible a toujours été l'Ukraine. Il disait « mais enfin, la Russie est plus forte ». Maintenant, il dit « oui, bien sûr, Poutine a l'air d'un faible, et ses positions sont bien plus faibles qu'avant. Mais… » Et c'est ici que commence la partie analytique honnête de cet épisode. Ce revirement de Donald Trump a des limites strictes. Nous avons déjà vu l'enthousiasme de Donald Trump à de nombreuses reprises, mais il s'est rarement traduit par des actions concrètes. Et malgré la confiance croissante de l'Ukraine, il n'y a toujours aucun signe de percée à la table des négociations. Donald Trump semble positif en ce moment, mais c'est la même rhétorique optimiste qu'il répétait depuis des mois alors qu'il promettait de mettre fin à la guerre. De plus, une rencontre bilatérale directe avec Volodymyr Zelensky n'était même pas prévue à l'origine dans l'agenda de Donald Trump lors du sommet du G7. Cela montre qu'il se rendait au sommet avec un état d'esprit plutôt pessimiste. Mais il y a bien sûr un certain espoir. Aujourd'hui, le 17 juin, Trump a de nouveau prévu une autre rencontre avec Volodymyr Zelensky. Zelensky a clairement déclaré que l'équipe ukrainienne rencontrerait l'équipe américaine dans les 24 heures. De nombreuses réunions techniques importantes sont prévues. En résumé, les équipes de Trump et Zelensky travaillent sur certaines questions, et aujourd'hui, les deux présidents discuteront à nouveau des prochaines étapes et de leur mise en œuvre. Et c'est précisément autour de la position de négociation que s'est construite l'intrigue principale du sommet. L'Allemagne et l'Ukraine ont tracé une ligne rouge ensemble. Le chancelier Merz a déclaré qu'avec Zelensky, ils ont informé Trump de leur volonté d'entamer des négociations de paix. Mais ces négociations doivent commencer à partir d'une position correcte. Ils ont jugé inacceptable que la Russie exige que l'Ukraine cède une partie du Donbass. C'est également leur principal argument auprès de Trump. Ils lui ont dit que ce qu'il répétait en 2025 ne fonctionne plus cette année. Les positions ont changé. Ce n'est pas pour rien que l'Ukraine a intensifié ses frappes à longue portée contre la Russie. C'est une réponse directe à ce que Moscou appelle ses accords d'Anchorage. Et Zelensky lui-même a refusé le seul format que le Kremlin accepte de reconnaître. Et il a refusé d'aller dans cette Moscou sauvage et négligée. Pour rencontrer Poutine, il a déclaré que nous ne jouons pas à ces jeux. Il a aussitôt proposé une alternative au dictateur dégarni. Rencontrons-nous en Amérique. Tu es déjà allé en Alaska. Rencontrons-nous là-bas. Trump peut organiser une telle rencontre. Mais comme nous nous en souvenons tout très bien, Poutine est un lâche. Et un lâche ne sortira jamais de son bunker. Ah, j'ai un épisode spécial sur ce sujet. Regardez-le absolument. Il est sorti hier à propos de pourquoi Vladimir Poutine ne veut pas mener de négociations. Pourquoi Poutine esquive autant que possible, et pourquoi Zelensky essaie d'obtenir que Poutine répète le plus souvent possible qu'il ne participera pas aux négociations. Mais c'est un autre sujet. Ah, pour revenir à ce sujet. Il faut être honnête. Par exemple, Politico écrit que le retour de Donald Trump à la question ukrainienne n'a pas réjoui tous les alliés européens de l'Ukraine. Le paradoxe, c'est que tant que Donald Trump était occupé avec l'Iran, l'Europe était plus tranquille. Voici ce qu'a déclaré un diplomate de l'Union européenne: que Donald Trump soit occupé ailleurs n'était pas forcément une mauvaise nouvelle. Les inquiétudes sont concrètes. Une fois libéré de la crise iranienne, le président américain pourrait de nouveau tenter de prendre le contrôle personnel du processus de paix, reléguant les Européens au second plan et détruisant leur stratégie de pression maximale sur la Russie. Et cette fissure dans la position se manifeste selon deux axes. Le premier, ce sont les sanctions. L'Union européenne finalise cette semaine le 21e paquet de sanctions contre la Russie, visant la flotte fantôme de pétroliers. Mais rien n'indique que les États-Unis agiront ainsi. Au contraire, Washington a même assoupli certaines sanctions énergétiques face à la hausse des prix mondiaux.
Bien que Donald Trump ait laissé entendre hier que si la situation sur le marché pétrolier se normalise, il rétablira les sanctions contre le pétrole russe. La deuxième question est de savoir qui est réellement à la table des négociations. Volodymyr Zelensky insiste sur le fait que l'Europe doit être présente aux négociations non pas comme médiateur, mais comme allié avec des intérêts communs. Mais si Donald Trump intervient personnellement, il pourrait ne pas partager la vision européenne, ou même ne pas vouloir voir les Européens à la table. Cela s'est déjà produit. Je rappelle qu'en 2025, Donald Trump disait quel Européen, nous allons négocier directement avec les Russes. Nous n'avons pas du tout besoin des Européens ici. Un risque de retour à cette situation réapparaît. Et un signal d'alarme a déjà retenti. L'assistant de Vladimir Poutine, Ushakov, a annoncé que les envoyés spéciaux de Donald Trump, Vitkov et Kouchine, se rendront à nouveau à Moscou dans un avenir proche. Donc, parallèlement à l'unité publique du G7, il existe un canal de communication séparé entre les Américains et les Russes que les Européens ne contrôlent pas. Néanmoins, Donald Trump a pour la première fois orienté sa rhétorique dans une autre direction. C'est la Russie qui doit conclure l'accord, reconnaissant la faiblesse de Vladimir Poutine, et il a promis de s'occuper de l'Ukraine de près, maintenant que la question iranienne est réglée. Mais le revirement de Donald Trump repose tout de même sur l'état d'esprit, et non sur des engagements signés. L'Europe a une crainte légitime que Donald Trump prenne le contrôle du processus et tente à nouveau de négocier avec Moscou en contournant ses alliés. Et le Kremlin refuse toujours tout format de véritable négociation, à part ses cris disant que si Volodymyr Zelensky veut des négociations, il n'a qu'à venir à Moscou. Mais on a déjà répondu 1 million de fois. Personne n'ira dans votre Moscou sale, vous autres Russes crasseux, sauvages et puants, vivez-y seuls, s'il vous plaît. Vous vous êtes refermés sur vous-même, vivez là-bas, prospérez même, faites ce que vous voulez, mais arrêtez d'essayer d'y attirer des gens civilisés et raisonnables. Eh bien, votre Moscovie, c'est un marécage, aucun être raisonnable n'ira dans un marécage. C'est tout. Considérez l'affaire comme réglée. Si vous aimez la Moscovie, vivez-y et prospérez, mais laissez les gens raisonnables tranquilles. Il faudrait mettre une petite cage pour l'isoler au maximum. La bonne nouvelle pour Kiev, c'est que pour la première fois depuis longtemps, tout le G7 parle d'une seule voix et dit la même chose. La mauvaise nouvelle, c'est que faire de cette unité un moyen de mettre fin à la guerre ne peut se faire qu'en exerçant une pression sur le chauve Poutine. Et cette pression, pour l'instant, c'est l'Europe qui est prête à l'augmenter, mais pas forcément Washington. Néanmoins, voyons comment se terminera la rencontre d'aujourd'hui entre Trump et Zelensky. Je vais pour l'instant mettre des points de suspension ici. Abonnez-vous sur YouTube, car nous allons, comme on dit, couvrir en direct tous les événements qui se déroulent. Et écrivez votre avis dans les commentaires et, s'il vous plaît, mettez un like à cette émission. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, je vous rappelle que vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les informations de paiement dans la description de cette vidéo. Il y a toutes sortes de plateformes là-bas. Vous trouverez sûrement celle qui vous conviendra. Merci pour votre soutien. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.